Bonjour, je m'appelle Guy Lanoux, je suis anthropologue de l'Université de Montréal, attaché à l'Université de Montréal. Je suis directeur actuellement. Et c'est un peu ironique que je me trouve ici, justement, parce qu'ici, on est assis littéralement dans une propriété qui appartenait au cousin de ma mère, qui a grandi ici, puis qui m'avait dit, avant de décéder, il y a très longtemps, qu'elle jouait ici dans les champs, c'était sa cour ici, littéralement. Mais je ne savais pas à l'époque, quand j'ai été engagé ici à l'Université de Montréal, parce que bien que je suis né à Montréal, j'ai grandi un peu en Ontario, à Toronto en particulier, dans un monde anglophone essentiellement. Puis j'ai fait un peu le tour du monde, de l'Europe un peu. C'est-à-dire que j'ai travaillé ici et là, au Canada, pour commencer, dans le monde anglophone, après que j'ai obtenu mon doctorat de l'Université de Toronto. Puis éventuellement, je suis fini en Italie. Et ça, c'est un peu très drôle aussi parce que j'avais pris une année de, on va dire, congé. Tu sais, quand on obtient son doctorat puis on commence notre carrière, on est généralement des profs à contrat. On n'obtient pas généralement un poste permanent immédiatement. Il faut faire un peu, comment dire, d'expérience. Et il n'y a pas des postes immédiatement disponibles. Alors j'étais prof à contrat, puis après avoir fait 2 ans ou 3 ans comme prof à contrat, 3 ans effectivement, à University of British Columbia, puis à University of Alberta, j'avais décidé que je ne pouvais pas prendre un poste probablement sans prendre un congé pour me concentrer sur l'écriture et la publication. Parce que quand tu es prof à contrat, essentiellement, on te demande, tu sais, tu arrives jeune personne devant le directeur qui dit, ben, tu aimerais ça faire un cours sur l'anthropologie de l'environnement, n'est-ce pas? Je connais rien de l'environnement. Oui, oui, j'ai adoré ça, j'ai toujours rêvé de faire ça. Tu acceptes n'importe quel enseignement, puis là, tu retournes chez toi, tu regardes tes notes de terrain, tes notes de cours précédents, tu tentes d'adapter, tu sais, tu mets ensemble effectivement un cours parce que tu as une base de départ. Mais le contrat ne dure pas si longtemps et parfois tu acceptes aussi d'enseigner dans l'été. Le fait que tu finis par enseigner, si un prof régulier enseigne parfois 4 cours par année, nous, pas seulement moi, les profs à contrat, on enseignait 6 ou 8 cours par année. Ça ne te donne pas beaucoup de temps pour publier. Alors je prends justement un peu de temps. J'ai dit, je vais aller vivre. J'ai annoncé à mon frère et ma sœur qui habitaient à Montréal à l'époque, je viens vivre chez vous. Alors je suis parachuté chez eux et j'ai commencé à écrire. Écrire pour publier. Et puis, je me suis dit, je vais me remettre en circulation l'année suivante. Entre-temps, un copain me téléphone de l'Italie. Veux-tu enseigner en Italie? Oui, pourquoi pas? Je pensais que c'était un petit rêve. Je ne parlais pas italien, je ne connaissais rien de l'Italie, pays des pâtes. Alors, 2 mois plus tard, je reçois un coup de téléphone de l'université de Lecce, que je ne savais pas où c'était. Il dit, venez en Italie. Alors, quand? La semaine prochaine. J'ai pas pris une semaine, j'ai pris 2 semaines. En tout cas, j'ai fini en Italie, puis là, après avoir travaillé plusieurs années en Italie, vécu en Italie, devenu citoyen italien, euh, j'ai reçu une offre de l'Université de Montréal, où j'ai fait une demande à l'Université de Montréal pour plusieurs raisons, puis je vais en parler peut-être plus tard, mais c'est des raisons plutôt personnelles. Et je suis revenu à Montréal, lieu de ma naissance, où j'avais grandi en partie. Et j'ai commencé à travailler ici. Puis c'est là que j'ai su, 10 ans plus tard, que ce territoire, ce lieu ici, appartenait à ma famille. Donc je trouvais ça ironique. Et c'est doublement ironique parce que quand j'étais en Italie, j'habitais à peu près 800 mètres de Saint-Pierre. Non? Et à Montréal, j'habite 800 mètres de l'Oratoire, qui est une genre de copie-clone de Saint-Pierre. Alors, dans les deux instances, je sortais à Rome, puis là, je voyais la coupole de Saint-Pierre qui flotte par-dessus la ville, parce qu'on a coupé la vision de Saint-Pierre. Hein. Le gouvernement a construit, le gouvernement laïque, anti-Église, avait construit le nouveau quartier autour de Saint-Pierre pour bloquer la vision de Saint-Pierre, là, pour la cacher. Mais il ne pouvait pas cacher la coupole, évidemment. Et alors, tu voyais la coupole. Et l'idée, c'était que la coupole était censée flotter. Non? C'était conçu comme ça par les architectes. Flotte par-dessus, symboliquement, Rome, pour indiquer que c'est la tête de Rome. Et là, me voilà, je revis tout ça plus tard ici. Je suis, comment dire, prisonnier de deux coupoles. Mais je suis né, comme j'ai dit, à Montréal, effectivement, à Verdun.
Mon père était un anglo-américain qui avait retourné à l'âge de 2 ans. Il ne savait même pas qu'il était américain, en fait, quand il a grandi, parce que son père est décédé, puis donc la veuve de mon grand-père décédé est retournée à son pays, qui était près de Saint-Jean-d'Iberville, la ville de Farnham, en fait, qui est une ville de train anglo. C'est une ville anglo à l'époque, Farnham. Et alors, il a grandi dans un monde anglo, mais lui était lui-même américain, comme j'ai dit, de naissance. Et quand il avait 18 ans, sa mère à lui, ma grand-mère, est morte. Donc, il est venu à Montréal travailler. Il a abandonné ses plans pour aller à l'université, puis il a commencé à travailler. Il a rencontré ma mère, qui était montréalaise. Et puis, bon, ben, je suis né en bonne et due forme. Et puis après ça, il a commencé à travailler pour une grosse compagnie internationale, ou les filiales succursales locales. Puis il a monté toujours en grade, donc on se faisait transférer tous les 3 ans, tous les 5 ans. On allait à une nouvelle ville parce qu'il recevait des promotions, puis on a fini à Toronto. Et donc, moi qui parlais anglais dès la naissance, essentiellement, c'était la première langue que j'avais appris. On avait appris les 2 langues. Moi, j'avais appris les 2 langues. J'étais effectivement bilingue, mais je parlais plus anglais que français. Et là, à Toronto, évidemment, je parlais exclusivement anglais, sauf pour parler français à la maison. Mes parents insistaient qu'on parle français à la maison, bien qu'ils étaient bilingues eux aussi, puis qu'on parlait un français, on va dire, correct. Donc, on ne disait pas une drill, mais une perceuse, on me corrigeait. Ben, non. Ben, ni une ni l'autre se sentait particulièrement québécois. Mon père était un anglo-américain de descendance acadienne, effectivement. Et ma mère, oui, ma mère est montréalaise, mais son père était un Américain aussi. Il était un bonhomme de Minnesota qui était venu à Montréal suivant les trains. Tu sais que Griffintown, par exemple, c'était des employés de train qui travaillaient souvent dans aujourd'hui la petite Bourgogne. Et c'était des Écossais, des Irlandais, puis il y avait beaucoup de Noirs américains aussi qui étaient là. Mais mon grand-père, qui n'était pas un Noir, mais quand même, qui était venu de Minnesota, il travaillait pour les trains. Puis il est devenu chef de gare de la gare Victoria, éventuellement. Donc, lui, il était montréalais, mais il n'était pas montréalais du tout. Il était anglais. Lui et moi, on se parlait en anglais. Je ne savais même pas qu'il était capable de parler français. Bien sûr qu'il avait appris le français. Il travaillait en français. Son épouse, deuxième épouse, en fait, que je considérais ma grand-mère, sa première épouse, qui était ma vraie grand-mère, est décédée avant que je naisse. Elle était montréalaise, elle parlait en français, mais lui, avec moi, c'était en anglais qu'on se parlait. Alors, j'ai grandi dans un milieu anglo. Et alors, quand on est retourné à la ville de Québec, quand j'étais à l'école secondaire, essentiellement, j'ai continué à l'école secondaire en anglais. J'étais toujours considéré anglo. J'étais considéré anglo, je me pensais anglo. Alors, éventuellement, quand c'était le temps de l'université, je pensais aller à Laval, mais tu sais, Laval, à l'époque, c'était en 1969-70. C'était le moment, ben, la crise de guerre, là, essentiellement, de War Measures Act, comme on l'appelle en anglais, quand Pierre Elliott Trudeau avait envoyé l'armée pour occuper la ville de Québec et d'autres points névralgiques parce qu'il semblait avoir une crise FLQ provoquée par les actes de terrorisme interne. Puis, j'étais tout à fait prêt d'aller dans un monde francophone puis à l'Université Laval pour poursuivre mes études. C'était une bonne université, je voyais pas pourquoi pas. Et le programme, mon université, pardon, mon école, je dis université, c'est une erreur, parce que les profs de mon école secondaire étaient aussi des profs d'université, attachés à Laval, mais anglo. Donc, ils étaient des profs d'université qui enseignaient en anglais à St. Lawrence College. C'était un collège privé, mais attaché à l'Université Laval. Puis il y avait même, à part l'école secondaire, il y avait aussi un collège. Ils donnaient un diplôme de l'Université Laval chez nous. Alors, moi, c'était tout en anglais, puis j'étais prêt. Je connaissais Laval parce que mes profs étaient des profs de Laval. Mais, alors, ils avaient créé un genre de programme où on pouvait assister à des séminaires puis des cours à Laval pour nous, comment dire, mouiller les pieds un peu, puis apprendre à naviguer dans les universités. Et là, j'assistais à des conférences puis des leçons, puis c'était tout tellement politisé, c'était comme, tu sais, je sais pas, la découverte des particules quantiques et la question nationale du Québec. Tout était réécrit et, tu sais, en termes du nationalisme naissant. C'était le moment de prise de conscience des Québécois, dans un certain sens, des années 60. Et je dis, mais quelle sorte d'éducation vais-je recevoir vraiment si je m'en vais à Laval? Ils sont tellement politisés.
Je n'étais pas contraire à ça, mais j'ai dit c'était pas mal unidimensionnel. Alors, j'ai fini par aller à Queen's University, à Kingston. Et ça, c'était un peu bizarre, parce que quand je dis que j'ai grandi dans le monde anglo, ça, c'est comme le sommet. Ça, c'est le cœur total du monde anglo. Ça, c'est, comment dire, ça produit tous les bureaucrates et les PDG, essentiellement, de toutes les compagnies, essentiellement anglo-canadiennes. C'est la moitié, au moins. L'autre moitié, c'est Osgoode Hall à l'Université de Toronto, mais les fonctionnaires techniques, les personnes qui gèrent un peu l'Ontario sont allées à Queen's, dans un certain sens. C'est vraiment anglo. Je me rappelle, quand je suis arrivé, c'était en 70 ou 71, 71 possiblement, j'ai oublié exactement. Et il publiait un directoire, un registre de tous les étudiants. Tu avais les noms, les adresses, les numéros de téléphone pour encourager à se connaître mieux. Et je regardais, il y avait 18 personnes qui venaient du Québec sur les 5000 étudiants à l'époque de l'université. Ça, et moi, c'était un des 18 étudiants québécois. Je ne me considérais pas trop québécois, dans un certain sens. Alors, j'étais allé à Queen's University, dans ce monde anglo, que j'aimais. Je trouvais ça bien. Et j'allais... À l'époque, moi, je n'ai pas de diplôme en anthropologie. J'ai qu'est-ce qu'ils appellent un double diplôme en géographie et en sociologie. Parce que je me dirigeais vers l'aménagement. C'était ça que c'était très excitant à l'époque. Les années 60, c'était des années révolutionnaires dans un certain sens. Alors, les personnes avaient la prétention, ou prétendaient on pourrait, avec l'ingénierie sociale, comme au Québec, on pourrait créer des nouvelles sociétés. Et on était un peu pris avec ça. Moi, j'étais un peu pris dans ça. Tu sais, imagine-toi, tu peux refaire l'être humain en contrôlant l'espace public où il vit. C'est un mensonge total, c'est faux, mais on était naïfs, c'était un peu la culture de l'époque. Alors, je me dirige vers ça, puis à un certain moment, mais il y avait 2 événements. J'ai fait une demande à une université américaine, parce que c'était les meilleures universités, puis j'avais été accepté. J'allais aller à Cornell, effectivement, qui est une excellente université, surtout pour ça, urban planning. Là. Puis 2 choses sont arrivées. Une me demande de faire des preuves à la frontière que j'avais. C'est une université privée américaine, mais moi, je ne savais pas. Je suis canadien. Je suis arrivé dans un système canadien. Il me demande de faire des preuves que j'avais 18 000 pour payer mes études. Mais à l'époque, en 1974, je n'avais pas 18 000 et puis, je n'avais pas demandé à mon père non plus pour faire... J'avais pas les preuves que j'avais cette possibilité financière. Puis on dit, mais parce que tu es canadien, on ne peut pas te donner des bourses. Ah, OK. L'autre chose, je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire en 10 ans? En 10 ans, je me voyais dans un bureau quelque part du gouvernement, faisant des plans bidons. J'avais commencé à lire, puis j'avais réalisé qu'ils n'avaient pas de théorie sur l'être humain. C'était tout complètement empirique. Donc, telle chose, tel arrangement a fonctionné à Cleveland, tel arrangement a fonctionné à Pittsburgh. Los Angeles a mené à des émeutes parce qu'on n'a pas pris en compte. Ils n'avaient aucune idée comment fonctionnaient les êtres humains. Alors, je me suis dit, mais quelle discipline, quelle chose peut m'enseigner quelque chose sur les êtres humains? Puis j'ai dit, l'anthropologie. Je ne savais rien de l'anthropologie. Je connaissais National Geographic. OK? Et c'est tout. J'avais fait un cours, on va dire, j'aime pas dire ça, de mon pauvre ex-prof, un cours bidon. Introduction à l'anthropologie, mais c'était tellement simple. Non? Voici les Yanomami, voici. Non, à l'époque, c'était très l'exotisant, l'orientalisation un peu du peuple, des peuples. Alors, j'ai dit, ça c'est pour moi, ça. Alors, j'ai fait, à ce point-ci, on est très en retard. Alors, je fais des demandes, mais j'étais trop en retard pour faire des demandes parce que les échéances étaient passées. J'étais accepté après tout. Mon parcours d'aménagement, c'était tout apparemment coulé en béton. Alors, j'ai fait une demande, puis la seule place qui acceptait encore des personnes, c'était l'Université de Toronto. Alors, j'étais allé à l'Université de Toronto. Mais je n'avais pas, je répète, des cours d'anthropologie. Alors, ils ont fait une erreur. Ils m'ont mis dans le programme régulier, plutôt dans le propédeutique. Alors, je ne connaissais rien. Alors, je suis parachuté dans le séminaire et toutes ces personnes prétentieuses qui faisaient du name-dropping horrible, non, as you know, Julian Stewart said, no, I don't know anything, Alors, pendant 1 an de temps, je lisais un livre par soir. Je prenais une ethnographie, puis je commençais à lire, puis je lisais jusqu'à 3h, 4h du matin.
pour me faire une culture. Et j'adorais ça, évidemment. J'ai toujours adoré les ethnographies. Pour tenir tête avec mes collègues qui étaient très, comment dire, à l'avant-garde comparé à moi. Et parce que je lisais des ethnographies, je me suis fait une image de l'anthropologie qui est assez vieille. Je ne sais pas comment dire. Tu sais, je connaissais pas, ou je lisais pas Foucault. Foucault était... Ben, Lévi-Strauss était nouveau dans le monde anglo à l'époque, tu sais, dans les années 70, 75, tu sais. Je veux dire, c'était 69 à peine qui était apparu, Elementary Structures of Kinship. Je pense que la pensée sauvage avait aussi été traduite. The Savage Mind, c'est que c'était 66, quelque chose comme ça. Donc, c'était pas si longtemps. Donc, Lévi-Strauss commençait à avoir un impact. Évidemment, toutes les mythologiques n'avaient pas, à l'époque, été complètement traduits. Donc, certains volumes, on les lisait en français encore. Je pense que le volume 4 n'était pas encore sorti en anglais. Puis, il y avait d'autres choses qui n'étaient pas sorties. Puis là, on découvrait, il y avait Meyasu, il y avait toutes sortes d'autres. Il y avait tout un monde du marxisme structuraliste ou structuralisme marxiste. Un nouveau monde, on va dire, européen qui s'ouvrait à nous. Ben moi, je ne connaissais rien de ça. Puis je n'étais pas trop intéressé, franchement, parce que moi, ma tête était encore des ethnographies écrites de Radcliffe Brown, d'Evans Pritchard, non, de toutes ces personnes qui ont vécu, travaillé des années 20, Malinowski, jusqu'à les années 60, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, à l'époque, moi, je suis tellement vieux, j'ai 65 ans maintenant, mais j'étais relativement jeune, parce que j'ai fini l'université, mon premier cycle pas mal jeune, j'ai commencé la maîtrise, j'avais 20 ans ou 21 ans. Mes profs avaient étudié avec ces personnes. Donc, j'avais un prof qui était l'étudiant de Radcliffe Brown. Donc, il y avait, pour moi, une ligne directe, tu comprends, généalogique. Alors, j'étais fasciné par ce genre de choses-là, que tu es parachuté dans une culture, puis de A à Z, tu vas déchiffrer la culture, de qu'est-ce qu'ils mangent, de comment ils pensent. Donc, culture matérielle, culture mentale, comme on l'appelait à l'époque. Donc, j'étais un peu déjà dépassé, même comme jeune étudiant, je n'étais pas à l'avant-garde. Parce que Lévi-Strauss, je comprenais, puis ça me fascinait, parce que ça me semblait une clé interprétative nouvelle et radicale à l'époque pour comprendre le monde. Voici une théorie finalement de la culture. Puis une théorie, à différence de l'anthropologie américaine, c'est une théorie qui dépendait de la pensée, un peu. Comment les personnes imaginaient leur vie. C'était pas une théorie de qu'est-ce qu'ils mangeaient. Donc, comme Julian Stewart, il y avait toute cette théorie de l'écologie, ou ce mouvement d'écologie culturelle à l'époque qui devenait très radical, se prétendait être radical. Richard Lee, par exemple, avec des études sur les bashima, non, et il y avait Stephen Jay Gould, puis il y avait aussi, voyons donc, celui qui a travaillé les fourmis, j'ai oublié son nom, voyons donc, le fondateur d'écologie culturelle américain. Il est renommé, mais j'ai oublié son nom. Et toutes ces choses étaient dans l'air, puis ça informait les débats en Scientific American, dans les documentaires qu'on trouvait sur PBS, par exemple. Ça me semblait trop limitant. Tu sais, ça me semblait une version retravaillée du capitalisme américain. Et je ne suis pas marxiste, mais je veux dire, par ça, c'est que l'économie est centrale à tout. Donc, comment les personnes vivent, littéralement, comment ils vont gratter la terre, comment ils vont chasser, des techniques de chasse. Et pour moi, j'avais déjà pensé, ou je soupçonnais, disons plutôt comme ça, que la vie n'était pas exactement comme la vie qu'on trouve dans une banlieue. Non? Moi, je suis né de la banlieue. Alors, je pensais que ça devrait être différent, de quelque façon. On ne peut pas tous être des copies-clones, des personnes qui ont grandi dans cette explosion des banlieues américaines, cette culture de banlieue qui est développée dans les années 50. Mad Men. Okay? Ça, c'est mon époque. Okay? Pour se situer là, en termes d'une représentation de cette époque-là, qui est en fait juste, exact. Non, il y a quelque chose de plus. Les personnes doivent penser avant d'agir. Je me disais, je ne savais pas comment, mais c'était un peu naïf. Alors, quand arrive Lévi-Strauss, je dis, ah, voilà, c'est une théorie radicale. Alors, j'ai lu, j'ai dévoré, j'étais très excité par ça, au point que les personnes, moi, je ne me considérais pas un structuraliste. J'ai jamais fait l'analyse structuraliste pure, des mythes ou quoi que ce soit, mais les personnes m'appelaient à l'Université de Toronto. Ah, arrive le structuralisme. Je ne l'étais pas, je n'étais pas un adepte, je ne me considérais pas, je me considérais très humble. Après tout, ça, c'est un autre facteur. Je suis Canadien. Nous, les Canadiens, on n'est pas, moi, je ne peux pas parler pour tous les Canadiens. Quand un aîné, un prof, disait quelque chose, même si c'était la plus grosse bêtise du monde, ça faisait rien, ça venait d'un prof. Tu étais, oh wow,
Tu étais prêt à croire sur parole. On n'était pas aptes, nous les Canadiens à l'époque, d'aller à confronter, tu sais, à défier un peu nos maîtres à penser. Oh, il a fait ses études. Non, mon Dieu, c'est une grosse tête, une sommité, il y a un doctorat. Alors, on nous disait parfois des choses, puis on ne savait pas comment se rébeller, voilà. T'sais, on n'avait pas les instruments culturels. On n'avait pas le bagage culturel et l'orientation psychologique pour vraiment être à l'avant-garde. On était humble, je ne sais pas comment dire. Bien qu'on était assoiffé, on se pensait très, très bon, là. Je veux dire, on travaillait, on savait qu'on travaillait. On n'était pas complètement, comment dire, dépassé déjà, mais on était respectueux de l'autorité. Voilà. Autorité intellectuelle autant qu'autorité politique. Alors, ça me semblait que Lévi-Strauss fournissait un moyen d'avoir une anthropologie de la pensée. En fait, c'était la première vraie théorie de la pensée que le monde nous a offert, dans un sens, parce que quand je réfléchissais, je disais, mais Marx, c'est une théorie effectivement de l'agir, de l'action, qui est basée sur l'économie. Oui, oui, il y a tout le bagage philosophique, il est censé l'animer, mais essentiellement pour lui, c'est l'économie en premier lieu, l'activité économique en premier lieu. Tu sais. Et l'autre chose, la pensée, ça suit, c'est un épiphénomène. Pour Lévi-Strauss, non, c'était l'inverse. Parfois, évidemment, les Lévi-Straussiens, pas lui nécessairement, mais les personnes qui se disaient inspirées par lui ont exagéré, c'était toute pensée, puis aucune action. Et c'est comme les personnes vivaient dans un genre de nuage de sentiments puis de pensées sans jamais rien chasser ou gratter la terre. Alors, en tout cas, c'était une inspiration pour moi, mais par exemple, un peu plus tard, Foucault arrivait sur la scène et certains étudiants lisaient Foucault, qui n'était pas traduit, mais quand même, parfois certaines choses, certaines lectures, parce qu'il avait passé, je pense, un an à San Francisco, peut-être, si je me rappelle. Donc, il y avait certaines choses de ces lectures qui avaient été traduites, qui avaient été publiées déjà en anglais, puis ça commençait à avoir un impact. Ben, c'était un peu trop loin, justement, de mon bagage à moi, que j'avais acquis les nuits en lisant des ethnographies en secret, on pourrait dire en cachette quasiment. C'était un peu trop loin pour m'influencer. C'était trop philosophique. Moi, j'avais les deux pieds par terre, bien que je pensais que les personnes étaient animées par une pensée, par un désir de créer un monde imaginaire, imaginé plutôt, et puis le mettre en acte. C'était ça un peu ma vision des choses. Tu sais. Et si tu dois chasser, c'est comme aller sur une partie de chasse que j'ai appris plus tard, quand j'ai vécu avec les Autochtones. Tu peux aller ici, tu peux aller là. Tu peux aller à l'est, tu peux aller à l'ouest, tu peux aller au sud. Il y a plusieurs façons. Et puis, à chaque fois, il n'y a pas une seule façon, il n'y a pas seulement une bonne direction. Chaque geste, chaque direction va mener à des résultats. Parfois des mauvais résultats, parfois pas très profitables pour l'investissement d'énergie. Parfois, c'est même menaçant, c'est dangereux, mais il va y avoir des conséquences. Donc, la vie est une aventure, non? Dans un certain sens. Et alors, ça, je me rappelais toujours de ça. J'étais toujours inspiré par cette notion qu'on allait, en quelque façon, découvrir un monde où que les personnes voulaient créer et voulaient tenter de le mettre en action, de le concrétiser, sans nécessairement être capable de le faire. Parce que quand tu commences à le faire, tu vas avoir des compromis, tu vas avoir des limitations qui sont imposées par l'environnement, par tes voisins, par la guerre, par la maladie, le destin, quoi. Alors, c'était ça un peu mon orientation quand je suis sorti de mon doctorat. Quand j'ai fait mes études doctorales, par contre, c'était un peu bizarre. Parce que moi, j'étais orienté, ma première amour, c'était la Nouvelle-Guinée, Mélanésie. Parce qu'après tout, je dis, m'inspirant des ethnographies, ça, c'était les ethnographies hot des années 60, parce qu'à peine on avait découvert les terres hautes, les Highlands, les terres hautes de la Nouvelle-Guinée, puis commençaient à sortir toutes sortes de nouvelles ethnographies, des monographies, des descriptions qui étaient un peu apparentées à Malinowski, donc il y avait un petit peu, parce que c'était physiquement assez proche, là, non? Le Trobriand, c'est juste là. Alors, pour moi, il y avait un genre de pont. C'était imaginé dans ma tête, il n'y avait pas de pont vraiment, mais je les voyais comme tous partis du même monde. Et je voulais aller à Nouvelle-Guinée, puis j'avais fait toutes sortes d'études très, très poussées, qui ont même résulté. En fait, j'ai écrit un article, pour moi, très intéressant et de pointe sur la Nouvelle-Guinée. Éventuellement, ben, le fait que j'étais prêt à y aller, puis là, à certains moments, mon directeur de thèse a dit non. C'était David Turner. David Turner est un grand expert
des aborigènes de l'Australie. C'est un des grands experts mondiaux. Okay? Il est à la retraite maintenant, mais il a dit non. Pour des raisons que je ne veux pas... Ça n'a rien à voir avec moi. Il y avait des problèmes avec un autre étudiant, je ne vais pas le nommer, qui avait fait des études à Nouvelle-Guinée. Puis il ne voulait plus avoir personne, plus avoir contact avec ce monde. Alors il dit non, tu ne vas pas en Nouvelle-Guinée. Si tu vas en Nouvelle-Guinée, trouve-toi un autre directeur. L'autre directeur qui était disponible, semi-disponible à l'époque, c'était Eric Schwimmer. Eric Schwimmer était à l'Université de Toronto, je le connaissais. Là, il est allé à Laval, éventuellement. Alors, effectivement, à ce point-ci, j'avais personne, j'avais pas d'autres ressources. C'était Turner ou rien. Et franchement, d'autres professeurs, aucun professeur voulait travailler avec moi, me voulait comme étudiant. J'étais vu comme bizarre, iconoclaste. Je n'étais pas chicaneux, je n'étais pas méchant, j'étais humble, comme je disais, mais les profs me disaient, certains profs me disaient, mais tu n'es pas intéressé par l'anthropologie courante, toi, contemporaine. Tu vis dans un monde de rêve, un peu. Je dis, oui, je pensais que c'était bien, ça. Non, un peu, non, je veux dire, j'ai deux pieds par terre, mais en tout cas. Là arrive un monsieur, il y avait un professeur à contrat, qui était à l'Université de Toronto, Roger McDonnell. Et Roger McDonnell n'était pas un prof, il n'est jamais devenu prof régulier. C'est un bonhomme très intéressant, très intelligent. Il écrit des choses fantastiques dans les années 70 et 80. Puis il dit, fais les Sekeni. Je dis, les qui? Fais les Sekeni. Personne n'a jamais étudié les Sekeni depuis Diamond Jeunesse, qui est allé là en 1924. Lui était spécialiste du Yukon, alors il connaissait cette zone, il était un spécialiste des Dénés. Je dis, je connais rien des Dénés, je sais rien. J'ai fini mon examen de doctorat, mais je suis prêt à partir sur le terrain, puis là, j'ai plus de directeur, apparemment, puis j'ai plus de terrain. Alors, je dis, je vais parce que si vous ne voulez pas que j'aille à Nouvelle-Guinée, j'étais prêt à y aller, là. Bon. Alors, Roger dit, fais les Sekeni, ça va être fantastique. Lui, il était un bonhomme très enthousiaste. Il était toujours engagé. C'était un intellectuel pur. Puis je l'aimais beaucoup, je le respectais énormément. J'ai dit, OK, je vais aller parmi les Sekeni. Tu dis que c'est important, je te crois. Non, j'avais aucun plan, j'avais rien. Je commence à lire les peu de choses qu'il y avait sur les Sekeni. Là, je découvre, en fait, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont pas connues encore. Pas parce que c'est mystérieux, parce qu'ils ont été mal interprétés. Parce que il y avait une personne à l'époque, elle était en vie à l'époque, qui s'appelait June Helm. June Helm était la grande spécialiste des Dénés. Les Athabascans. Dans le monde, à l'époque, elle était très active aussi dans le AAA, l'organisation du AAA. Elle était une personne connue, un personnage connu, elle était très importante. Et effectivement, je commence à lire beaucoup. Puis là, je réalise que tout ce qui avait été écrit à propos de la structure de l'organisation sociale et la structure de la famille était en quelque façon erroné. Et j'ai fait la preuve sur papier, parce que j'ai dit, si tu prends un système de parenté où tu es censé avoir des équivalences de termes, si c'est censé être un système bilatéral, tu devrais trouver A égale B. Et A, clairement, n'était pas égal à B. Donc, il y avait des déséquilibres qui indiquaient qu'il y avait quelque chose autre, en fait quelque chose linéaire dans leur système. Et ça, c'était censé être des personnes qui avaient des composite bands, comme on disait, non? Bilateral bands, composite bands à la Julian Stewart, Almond Service, ce genre de personnage de l'époque qui parlait comme ça. Puis June Helm aussi, elle avait écrit, elle n'avait pas dit simple culture, but no political culture, essentiellement. Ça se peut pas. Il n'y a pas un peuple d'êtres humains sur cette planète qui n'a pas une organisation politique. Peut-être c'est une organisation cachée, peut-être elle n'a pas su, mais moi, je vais le découvrir.